Bonsoir. Parmi les principales causes de mortalité chez nous, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Et face à ces fléaux, tous les acteurs de santé sont convaincus que le dépistage précoce est la clé d'une bonne prise en charge, au demeurant la seule parade en cas de suspicion. D'où le principe d'un dépistage organisé. Le second plan cancer 2009-2013 prévoit ainsi d'améliorer l'accessibilité des populations exclues du dépistage, d'optimiser le fonctionnement des structures existantes, d'assurer une prise en charge rapide et adaptée de tout patient positivement dépisté, d'impliquer les médecins traitants dans les programmes et de garantir surtout l'égalité d'accès aux techniques les plus performantes sur l'ensemble du territoire. De bonnes intentions consacrées officiellement, mais qui restent pour la plupart des vœux pieux, à en croire les professionnels. Le TEP-scan, véritable petit bijou de la médecine nucléaire, changerait, révolutionnerait carrément la face du dépistage. Question, la Guadeloupe a-t-elle besoin d'un TEP-scan? C'est notre buzz de ce soir. Nous vous présenterons le fameux TEP-scan dont on dit qu'il va vivre littéralement les cellules en temps réel, mais nous parlerons auparavant du dépistage en général et des moyens conventionnels pour mieux comprendre en quoi cette nouvelle technologie peut modifier véritablement la donne. Je reçois ce soir Dominique Chingan, président du comité Guadeloupe de la Ligue nationale contre le cancer. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Mona Hydreville, vous êtes cardiologue rattaché au pôle critique du CHU. Merci d'être avec nous. Le docteur Lionel Bélia, vous êtes médecin nucléaire et chef du service de médecine nucléaire du centre hospitalier universitaire. Vous nous direz pourquoi vous tenez tant à ce que la Guadeloupe soit dotée d'un TEP-scan. Par visioconférence, nous irons rejoindre Jacques Bangou, le docteur Bangou, en sa qualité de président du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire. Et puis, je suis particulièrement heureux d'accueillir ce soir Mesdames Julie Aristide, bonsoir, et Madame Yolande Chérotte, bonsoir Madame, bonsoir Mesdames. Merci infiniment pour votre courage et votre générosité. Vous venez ici témoigner de la maladie qui vous frappe, des difficultés qui sont les vôtres et surtout alerter les Guadeloupéens sur la nécessité d'un dépistage précoce. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Cette émission, c'est vous qui la faites par vos questions et aussi vos opinions, votre grille de lecture des problématiques que nous abordons. Et pour cela, vous pouvez à tout moment intervenir via les réseaux sociaux ou par SMS. Pour ce soir, c'est Ludivine Guillolet qui nous accompagne en régie. Bonsoir Ludivine. Bonsoir Jackie. Effectivement, cette émission, ce sont les téléspectateurs qui la font. C'est une émission interactive tout au long de la soirée. Vous pourrez réagir, vous exprimer, faire part de vos remarques, vos questions. On imagine que le TEP-scan suscitera beaucoup d'interrogations. Alors pour ce faire, les SMS via le 97 000, vous tapez buzz suivi de votre message et les réseaux sociaux, Facebook avec notre page Buzz Première et Twitter, #Buzz Première. Merci infiniment Ludivine, on vous retrouve tout au long de ce débat. Je signale en passant qu'exceptionnellement, compte tenu de l'importance des problématiques que nous abordons ce soir, qui sont des sujets d'intérêt général, nous avons obtenu de notre hiérarchie, et nous l'en remercions, une rallonge. Nous sommes donc partis pour 1h30 d'émission. Et je rends au docteur Tindal ce qui lui est dû. J'ai écorché, paraît-il, votre nom tout à l'heure. Il s'agit bien du docteur Tindal.
La Guadeloupe paye un lourd tribut chaque année aux maladies cardiovasculaires, AVC, arrêt cardiaque, infarctus, autant d'accidents qui peuvent pourtant être détectés si le malade consulte à temps, si le circuit médical dispose des appareillages nécessaires. Selon les chiffres officiels, sur la période 2007-2009, en moyenne, 262 Guadeloupéens sont décédés chaque année des suites d'une maladie vasculaire générale. Sur la même période 2007-2009, en moyenne, 97 Guadeloupéens sont décédés chaque année d'une cardiopathie ischémique, en d'autres termes d'un infarctus, suite à une artère bouchée par le cholestérol ou atteinte d'un anévrisme. Soit, macabre total, 763 Guadeloupéens en moyenne chaque année. Même régime pour les cancers, sans même parler chlordécone, la Guadeloupe paye aussi un très lourd tribut au cancer, cancer de la prostate, cancer du sein, lymphome. Sur la période 2003-2005, en moyenne, 41 Guadeloupéennes perdent la vie des suites d'un cancer du sein, souvent dépisté tardivement. Sur la période 2003-2005, en moyenne, 95 Guadeloupéens meurent des suites d'un cancer de la prostate. Même régime pour le cancer du côlon, 41 morts chaque année, 21 femmes et 20 hommes. Macabre énumération, si le dépistage avait lieu plus tôt, peut-être n'en serions-nous pas là. Monsieur Chingan, ce sont des chiffres terribles. Est-ce qu'ils traduisent l'ampleur du phénomène chez nous? Totalement. Il faut dire que c'est 1500 nouveaux cas par an de cancer en Guadeloupe, ce qui n'est pas rien parce qu'en fait, c'est 1000 cancers par jour en France métropolitaine, et ces 1500 nouveaux cas, c'est plus de 600 nouveaux cas de cancer de la prostate, c'est près de 200 cas de cancer du sein et près de 200 cas de cancer colorectal. Donc, nous mettons en œuvre un certain nombre de dépistages, vous en avez parlé, de dépistage organisé. Alors, l'organisme qui s'occupe... On y arrivera si vous le souhaitez oui. Tout à l'heure, mais comment expliquer qu'on parle surtout des cancers du sein et de la prostate et pas forcément des autres, pourtant ils sont bien réels. Ils sont réels, mais comment dirais-je, ils progressent moins rapidement. Hein. En métropole, ce n'est pas le cas, c'est le cancer du poumon qui est le plus nombreux, je vais dire, tandis qu'en Guadeloupe, c'est le cancer de la prostate. Plus de 600 nouveaux cas par an. Et le cancer, je l'ai dit, je le répète, le cancer du sein, près de 200, 180 exactement, et également la même chose pour le cancer colorectal. Tandis que les autres, les lymphomes, les cancers de l'utérus, tout ça, c'est en nombre moins inférieur. Mais cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est important. Simplement, est-ce que vous pouvez nous dire comment se répartissent ces cancers, en tout cas les plus fréquents, au niveau de la population? Est-ce qu'il y a des couches d'âge qui sont plus touchées que d'autres? Oui, il est reconnu que l'âge, lorsqu'on atteint les 50 ans, c'est l'âge où on commence à développer son cancer. Cela ne veut pas dire qu'on ne développe pas de cancer avant 50 ans. Donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs que l'organisme de dépistage a mis en place un dépistage organisé à partir de 50 ans. De 50 à 74 ans, on dépiste le cancer du sein et le cancer colorectal. D'ailleurs, on a le sentiment, je ne sais pas si c'est qu'une perception ou si ça correspond à une réalité, que de plus en plus de jeunes sont touchés. Alors, vous touchez bien, notamment de jeunes femmes par le cancer du sein. Un vrai problème, en effet. Et nous avons constaté qu'en Guadeloupe, les femmes guadeloupéennes développaient leur cancer du sein bien avant les femmes françaises de l'Hexagone. Donc, à partir de 40 ans, il y avait énormément de femmes guadeloupéennes qui développaient ce cancer. La Guadec, l'organisme de dépistage, a fait une demande à l'INCa de manière à ce qu'on puisse organiser ce dépistage bien avant 50 ans. Mais voyez-vous, si on le met en Guadeloupe, il faut le mettre sur l'ensemble du territoire et ça a un coût. Ça nous a été refusé. Je dis nous parce que moi, je fais partie également de la Guadec. Je suis administrateur de la Guadec. Et également, il faut savoir que, par contre, dans le plan Cancer 3, qui vient d'être donc dévoilé par le président de la République le 4 février dernier, il est prévu que lorsque, dans une population comme la nôtre, il y a des familles qui développent ce type de cancer, ils pourront être inclus dans le système automatisé. Nous reviendrons sur ces fameux plans cancer qui nous ont beaucoup promis, mais des promesses qui n'ont pas toujours été tenues. S'agissant des maladies cardiovasculaires, docteur Edreville, je rappelle que vous êtes médecin cardiologue au centre hospitalier universitaire. Quel point peut-on faire? Que pouvez-vous nous dire qui nous permettent de mesurer un tant soit peu
l'ampleur du phénomène et puis surtout dites-nous, que cache véritablement ce terme générique de maladie cardiovasculaire? Les gens entendent et vous parlent souvent et pour cause de l'AVC, mais il n'y a pas que ça. Bonsoir à tous et merci beaucoup de donner l'occasion, je dis nous, parce que je parle au nom des cardiologues de la Guadeloupe, de nous donner l'occasion de parler des maladies cardiovasculaires. Donc les maladies cardiovasculaires restent encore en Guadeloupe la première cause de mortalité. En Guadeloupe, on meurt d'abord de maladies cardiovasculaires, ensuite de cancer. Et c'est un petit peu l'inverse de ce qui se passe actuellement en France et dans le monde. En France, actuellement, le cancer est la première cause de mortalité et vient après les maladies cardiovasculaires. 262, si vous permettez, Guadeloupéens décédés par an en moyenne d'une maladie vasculaire cérébrale. Ce sont les chiffres dont nous disposons. Est-ce que depuis, vous avez des statistiques affinées? C'est à peu près, ces chiffres ne sont pas en grande progression. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce que vous me demandiez pour préciser ce que c'était les maladies cardiovasculaires. Donc on entend par maladies cardiovasculaires les maladies qui atteignent à la fois le cœur, le muscle, puisque le cœur est un muscle, et les pathologies vasculaires. Donc l'hypertension est une maladie vasculaire. L'AVC, l'accident vasculaire cérébral, est une résultante le plus souvent de l'hypertension artérielle. Il y a beaucoup plus rarement ce que vous avez dit tout à l'heure, des anévrismes, c'est-à-dire des dilatations des artères. Et donc tout ça, voilà, ça fait partie de ce groupe de maladies cardiovasculaires. Et on sait que ces maladies cardiovasculaires dépendent de ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est-à-dire que si on est hypertendu, si on est obèse, et c'est ce qui est en train de... c'est un véritable fléau en Guadeloupe actuellement, l'obésité, puisque on compte 23% d'obèses en Guadeloupe contre 16% en France. Donc c'est un véritable fléau contre lequel il faut lutter. Quand on est hypertendu également, on est à risque de développer une maladie cardiovasculaire. La sédentarité, le fait de ne pas faire de sport, de ne pas marcher tous les jours, parce qu'en fait, ce n'est pas 3 fois par semaine, mais c'est tous les jours qu'il faudrait au moins 30 minutes par jour avoir une activité physique dédiée à la mise en route du système cardiovasculaire. Quand on est diabétique, et vous savez que le diabète également est un véritable fléau en Guadeloupe, un adulte sur 10 est atteint du diabète. Voilà, ces ensembles de maladies constituent des facteurs de risque qui vont aboutir aux maladies cardiovasculaires. Donc à une atteinte du muscle cardiaque, à une atteinte de la circulation du muscle cardiaque, à une atteinte des vaisseaux de tout l'organisme. Je vais jouer les ingénus et vous poser une question en faisant preuve d'une très grande naïveté. Dans un pays, sur une île, où on est censé vivre chacun à son rythme, pourquoi recense-t-on autant d'AVC depuis quelque temps? Ces AVC... Hormis les éléments à risque dont vous nous avez parlé à l'instant, l'obésité, la sédentarité, on connaît des gens qui apparemment sont d'une tonicité extraordinaire, qui sont des sportifs connus et qui meurent comme ça d'un AVC de manière assez inattendue. Le plus souvent quand même, quand on essaie de trouver la cause d'un AVC, on retrouve un des facteurs de risque que je vous ai cités. C'est vrai qu'il y a des cas qu'on n'explique pas, enfin, en tout cas pour l'instant. Il y a peut-être des causes génétiques. Il n'y a à ce jour que très peu d'études génétiques nous concernant. Et puis il y a des facteurs environnementaux. On va probablement y intervenir là-dessus parce que ça concerne aussi la thématique du cancer, des facteurs environnementaux, des polluants auxquels les Guadeloupéens sont régulièrement soumis, des polluants de tout genre, hein, des polluants atmosphériques, des polluants dans l'alimentation et qui font qu'il y a probablement une prédisposition, en tout cas non naturelle chez nous, à développer ces maladies de façon donc beaucoup plus rapide qu'ailleurs. Mesdames Aristide et Chérode, encore merci. Merci beaucoup d'être là. Juste une question. Est-ce que avant que l'on vous ait diagnostiqué à l'une et à l'autre votre cancer, vous étiez sensible à ce discours sur le caractère endémique des maladies dont nous parlons, les cancers, les maladies cardiovasculaires et la nécessité d'un dépistage? Madame Aristide. Bonsoir.
En ce qui me concerne, oui, évidemment, parce que d'abord, dans l'opinion publique, on parle beaucoup du chlordécone. Et longtemps, on a entendu parler des études qui ont été faites et qui ont un rapport direct avec le cancer de la prostate. Donc, on peut imaginer que maintenant, c'est reconnu que le chlordécone est cancérogène et que le cancer de la prostate fait partie des cancers qui voilà. Donc, on imagine qu'on va en avoir de plus en plus des hommes touchés par ce cancer. Alors, d'autres cancers ont des causes environnementales et il est vrai que quand on vit sur une petite île qui a des problématiques comme celle-là, on s'interroge quelquefois, donc on n'est pas insensible. Et moi, avant évidemment d'être moi-même touchée par le cancer, c'était déjà une question pour moi ou un débat avec des amis. Enfin, voilà, c'est une question qui reviennent régulièrement, je pense, chez les Guadeloupéens. Madame Chérode, est-ce que vous aviez avant cette conscience de la maladie et du risque potentiel? Parce que généralement, on a toujours le sentiment que c'est l'autre, mais qu'on est un petit peu à l'abri. Spécialement. Parlez dans le micro aussi. Pas spécialement. J'étais suivie, moi c'est un cancer ovarien, et j'étais suivie normalement par un gynéco. C'est à la suite de complications que j'ai fait des examens supplémentaires. Et on m'a fait faire plusieurs traitements. Et comme ça ne s'améliorait pas, je me suis rapprochée d'un professeur au CHU. Et c'est lui qui m'a dit qu'il fallait opérer par rapport au dossier que je lui ai présenté. Et à ce moment-là, c'est lors de l'opération qu'on a découvert un cancer ovarien. Vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Le dépistage est incontournable. Depuis quelque temps, on s'est lancé de manière officielle dans des campagnes tous azimuts sur la nécessité d'un dépistage précoce, qu'il s'agisse de maladies cardiovasculaires ou des cancers. Je voudrais demander au docteur Tindall et au docteur Bélia, d'abord pour que nos téléspectateurs comprennent bien de quoi est-ce qu'on parle, qu'est-ce qui vous différencie dans votre approche du dépistage, puisque vous êtes, docteur Tindall, médecin radiologue, et vous êtes médecin nucléaire. Expliquez-nous un petit peu la différence et quels sont vos champs respectifs d'intervention. Docteur Tindall. Oui, bonsoir à tous. Oui, l'imagerie médicale est un très très vaste domaine qui regroupe l'activité que fait Dr Bélia, qui est en médecine nucléaire. C'est l'imagerie qui utilise, on va dire, des rayonnements gamma. Et nous, les radiologues, qui avons un champ d'activité qui s'étale depuis l'échographie jusqu'à l'IRM en passant par le scanner X et la mammographie conventionnelle, pour parler du dépistage. Donc, on est un peu séparés de manière un peu artificielle, mais on fait le même métier. On essaye de voir le corps, on essaye de voir fonctionner le corps, on essaye de voir les lésions par différentes méthodes. Mais nous sommes effectivement des spécialités différentes. Docteur Bélia. Oui, bonsoir à tous. Juste une précision, monsieur le docteur Tindall a parfaitement raison. Hein. Nous sommes en fait, je dirais même complémentaires en fait. Parce que les rayons X utilisés en radiologie sont émis de l'extérieur du patient. Et la grosse différence avec la médecine nucléaire, c'est que nous injectons aux patients des médicaments pharmaceutiques. Ces médicaments vont irradier et donc irradient à partir de l'intérieur du patient. Donc en médecine nucléaire, les médicaments viennent du patient, alors qu'en radiologie, les Alors, excusez-moi docteur, on me dit qu'apparemment vous auriez un petit problème de micro. Il faudrait que la régie puisse essayer de nous régler ça. Peut-être passer un micro aux mains au docteur Bélia, un micro qu'il puisse s'exprimer. Voilà, docteur Bélia, s'il vous plaît, allez-y. Oui, donc je reprends. Je disais que la différence principale entre les deux méthodes, la radiologie de monsieur Dr Tindall, c'est que les rayons sont issus de l'extérieur du patient. En médecine nucléaire, nous injectons des rayons. On injecte des médicaments radioactifs, ça peut effrayer parfois. Les fameux traceurs, c'est ça ? Les fameux traceurs, qui sont des isotopes radioactifs. Et donc, ce sont des médicaments qui vont nous permettre d'avoir, de façon complémentaire, encore une fois, à la radiologie, une vision fonctionnelle de l'organe.
Le docteur Tindall regarde la morphologie surtout de l'organe avec des rayonnements externes. Et nous regardons le fonctionnement de l'organe. Merci infiniment pour bien camper le débat et que nos téléspectateurs comprennent bien de ce dont il est question. Je voudrais revenir sur ce que disait tout à l'heure le docteur Edreville et Madame Aristide a renchéri un petit peu sur la question tout à l'heure quand vous parliez des éléments environnementaux à intégrer dans l'analyse des choses. Vous pensiez notamment au chlordécone, j'imagine, entre autres. Pas d'études sur la relation entre le chlordécone et les pathologies cardiovasculaires en Guadeloupe. Avant le chlordécone, il y a l'alimentation. Alors oui, le chlordécone s'infiltre dans l'alimentation, mais il y a l'alimentation toute simple, c'est-à-dire le sucre, le sel. Et très clairement, d'ailleurs, nous pouvons remercier le docteur Atala et également le président de région parce qu'ils ont mis en évidence le fait que notre alimentation était bien trop riche en sel par rapport à d'autres pays et également trop sucré, enfin surtout trop sucré. Et on peut dire que c'est un petit empoisonnement sous prétexte que les Guadeloupéens ont une appétence pour le sel, aiment manger sucré. Tout est beaucoup plus sucré, beaucoup trop salé. D'ailleurs, ceux qui viennent de l'extérieur, quand ils font leurs courses en Guadeloupe et qu'ils veulent acheter certains produits laitiers ou de charcuterie, se rendent compte que les produits sont nettement plus salés et plus sucrés. Donc ça, ce sont déjà des premiers facteurs dans l'alimentation de tous les jours. Monsieur Chingan, j'imagine que ce discours vaut globalement aussi pour le cancer, sauf qu'en plus, on a mis beaucoup de temps à le dire, mais j'ai le sentiment qu'on commence à s'ouvrir à cette réalité-là, celle du lien de causalité entre les produits pesticides rémanents, chlordécone notamment, et certains cancers, dont peut-être bien celui de la prostate. Oui, alors mon discours est différent parce que je dirais que le chlordécone est un facteur aggravant. Il ne faut pas tout mettre non plus sous le dos du chlordécone dans le cancer de la prostate. Les études menées par le professeur Blanchet est claire là-dessus. En fait, l'état de l'étude, c'est une étude qui se poursuit. Aujourd'hui, ce qu'il dit, et ce que je répète, c'est en fait une étude scientifique. Il dit que le chlordécone est un facteur aggravant. Mais par contre, il y a un certain nombre de facteurs génétiques qui sont à la base du déclenchement de ce cancer. Il est prouvé que des Guadeloupéens de type africain qui ont séjourné en métropole et qui reviennent au pays développent davantage ce type de cancer. On constate que ce cancer de la prostate également est développé à Londres et développé aux États-Unis, toujours par des personnes de type africain. Et donc, pour revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure le cardiologue, pardonnez-moi, Docteur Edreville. Docteur Edreville, nous avons à nous prendre en charge en termes de prévention. Prévention, c'est nous-mêmes qui faisons d'abord la prévention. En alimentation, elle l'a dit. C'est vrai pour les maladies cardiovasculaires, c'est vrai pour le diabète, c'est vrai pour les cancers. C'est moins de sucre, moins de sel, moins de gras, c'est également moins d'alcool, c'est ne pas fumer. Une hygiène de vie. Une hygiène de vie. Mais également, il y a l'aspect, il a dit, environnemental, où l'État a mis un certain nombre de lois en vigueur, telles que ne pas fumer en public, mettre des pompes catalytiques, ne pas construire avec de l'amiante. Ces choses-là sont respectées, mais nous avons toujours un troisième facteur que nous ne maîtrisons pas, qui est le facteur génétique. Mais même là encore, nous pouvons agir. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque dans une famille on développe un type de cancer, soit le cancer du côlon, soit le cancer du sein, dans cette famille-là on se rend compte qu'on développe ce type de cancer, eh bien il faut avoir un suivi
en amont. Vous nous en direz plus tout à l'heure, puisque nous sommes en plein dans la question du dépistage en abordant cet aspect-là. Je voudrais, avant précisément de parler dépistage, aller rejoindre le docteur Jacques Bangou qui nous fait la gentillesse d'être avec nous par visioconférence. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Je suppose que vous êtes ici en votre qualité de président du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire. Nous vous interpellerons à ce titre sur des questions précises, mais je suppose que votre qualité de médecin vous prédispose à une susceptibilité, à une sensibilité particulière à ces questions que nous abordons ce soir, à savoir le caractère préoccupant des pathologies liées que sont les maladies cardiovasculaires et les cancers, et surtout à la question aussi de leur prise en charge et du dépistage. Alors vous êtes à la fois dans le vrai et dans le faux. Dans le vrai, s'agissant de la sensibilité qui est la mienne en tant que médecin, en tant qu'administrateur de la Guadec, centre du dépistage sur les cancers du sein et colorectaux. Et donc, à ce titre, bien sûr, je suis très sensibilisé aux questions de politique de santé dans mon pays. Par contre, là où vous vous trompez, c'est qu'il n'y a plus de conseil d'administration au centre hospitalier depuis 4 ans. Et je suis président du conseil de surveillance. Ce n'est pas la même chose parce qu'un conseil de surveillance, on nous rend des comptes, on nous dit comment va l'hôpital, et nous n'avons pas les moyens d'agir comme ça existait dans un conseil d'administration, mais c'est une réforme qui est passée depuis maintenant quelques années. Mais ça ne nous empêche pas au conseil d'administration, et je représente tous ceux qui en font partie, de peser le plus que nous pouvons sur l'administration et sur l'ARS pour permettre que justement les grandes questions de santé trouvent l'écho qui nous semble le plus favorable. Je vous en remercie. La mise à jour est faite, mais nous vous interpellerons néanmoins en qualité de votre fonction au conseil de surveillance sur les questions qui nous préoccupent particulièrement. Tout à l'heure, vous restez avec nous. Sur la question du dépistage, mesdames Aristide et Chérode, dans quelles conditions précises avez-vous appris que vous étiez atteinte d'un cancer? Madame Aristide, pour commencer. Eh bien, en fait, j'ai été hospitalisée pour un problème respiratoire. Donc, au départ, peut-être confondu avec une forme d'asthme un peu difficile depuis déjà un petit moment. Et suite à cette hospitalisation, j'ai appris que j'avais un épanchement pleural. Et donc, je suis restée à l'hôpital. Et quelques jours plus tard, on m'a diagnostiqué ce lymphome, qui est donc une maladie de Hodgkin classique. Et donc, ça s'est fait, je vous dis, en l'espace de 3 jours. J'ai été hospitalisée. Le vendredi, on m'a dit, vous avez un lymphome. Évidemment, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'un lymphome? Et on m'a répondu, un cancer du système lymphatique. De but en blanc. Oui, mais c'est très bien. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était très bien de le savoir comme ça. Parce que bon, j'étais dans une semaine un peu difficile au niveau des examens et de excusez-moi, et de l'attente que ça pouvait générer comme angoisse de savoir ce que j'avais. Donc pour moi, lorsqu'on m'a prononcé le mot cancer, j'ai eu une réaction immédiate qui a été celle de combat. C'est-à-dire que je me suis pas du tout sentie abattue par quoi que ce soit. Je me suis dit cancer égale combat. Donc lymphome égale cancer du système lymphatique. Et bien donc on va au combat. Madame Chérode, ça s'est passé pour moi. Madame Chérode, comment est-ce qu'on encaisse le coup quand votre médecin, ou en tout cas le professeur, le spécialiste que vous consultez, vous annonce que vous avez un cancer? Oh, c'est le coup de massue. C'est terrible parce qu'on ne s'y attend pas. On nous dit que, bon, on m'avait dit que je rentrais à l'hôpital pour 3 jours et pour quelque chose de bénin. Et c'est pendant l'opération qu'on a... Enfin, ce qu'on pensait au départ, c'était pas ça. Donc, le médecin a été plus loin et c'est à ce moment-là qu'il a décelé le cancer et on me l'a annoncé le lendemain matin. Quelle est votre réaction à ce moment-là? Est-ce que vous vous sentez abattu, désespéré? Vous vous dites que c'est pas possible? Désespéré, parce qu'on s'y attend pas du tout. On s'y attend pas du tout dans la mesure que, bon, on voit les choses autrement. Surtout, j'étais toujours suivie. Et pour moi, s'il y avait quelque chose en amont, je l'aurais su. Et je l'ai su qu'après l'opération.
Et à ce moment-là, vous vous accrochez à quoi? Ah, je m'accroche à beaucoup de choses. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai un mari qui m'accompagne partout, je m'accroche à tout. Donc, je m'accroche énormément. Et donc j'imagine qu'il est très important que vous sentiez à ce moment précis, que le patient sente qu'il y a autour de lui un corps médical qui est en empathie, une famille qui est présente et des gens qui l'aiment. Voilà. Moi, ça a été mon cas. Docteur Tindal, le dépistage, on en parle beaucoup. Quels sont les moyens de dépistage qui existent et qui peuvent permettre d'apporter des réponses à celle ou à celui qui, à un moment donné, a une suspicion de cancer. La mammographie, l'IRM, le scanner sont passés dans le langage courant. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qui viennent compléter cette panoplie? Et d'une manière générale, quelle en est l'efficacité, puisque on sait que la plupart de ces moyens-là ne sont pas sans avoir des conséquences pas toujours heureuses. Je pense aux rayons X notamment, avec tout le mal qu'on en dit aussi. Éclairez-nous là-dessus. On en dit trop de mal, puisque les rayons X, l'irradiation médicale, pour répondre à votre question, elle est négligeable en termes de diagnostic. Mais j'aimerais revenir sur le cas des deux patientes qui sont avec nous sur le plateau. En fait, c'est pas vraiment du dépistage, c'est du diagnostic précoce. Parce que madame a eu une maladie, un lymphome, madame a eu un cancer de l'ovaire, et ces deux maladies ne font pas partie des cancers qu'on dépiste dans les politiques de dépistage. Alors, les cancers que l'on dépiste actuellement, ce sont les cancers du col de l'utérus, les cancers du sein, le cancer colorectal. Même le cancer de la prostate n'est pas un cancer qui fait partie des politiques de dépistage. Alors, c'est vrai que là, on parle du diagnostic précoce. Et le diagnostic précoce peut être amélioré par d'autres techniques, en particulier le cœur de votre sujet de ce soir, le TEP scan. C'est une technique qui est extrêmement sensible pour dépister de très petits cancers. Voilà. Donc, en fait, nous, à notre disposition, pour le cancer colorectal, nous avons c'est un dépistage qui est fait par le patient en faisant une analyse des selles. Et si cette analyse des selles est positive, on ira plus loin. Pour le cancer du sein, c'est bien sûr la mammographie qui est l'examen de référence. Et ça le restera encore très longtemps. Alors, pour l'autre cancer, le cancer du col de l'utérus, c'est bien sûr le frottis que l'on conseille aux femmes de faire une fois tous les 3 ans. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que tous les cancers ne donnent pas lieu forcément aux mêmes moyens de dépistage? Alors, en fait, le dépistage... Vous parlez un profane, expliquez-moi comme un enfant de 6 ans. Très bien. Le dépistage, pour qu'une maladie soit dépistable, il faut des conditions. Il faut que la maladie soit fréquente, il faut que la maladie soit grave, il faut que qu'on ait un test diagnostique qui soit performant et qu'on ait, en bout de course, un traitement que l'on peut proposer aux patients. Alors, la Haute Autorité de Santé, en particulier en collaboration avec l'Institut contre l'INCa, ont défini des maladies, des cancers que l'on dépiste. Voilà. Alors, si je peux me permettre, vous souhaitiez intervenir? Oui, tout à fait, pour aller dans la suite de ce que dit M. Tindal. Justement, l'intérêt du TEP scan en Guadeloupe, c'est qu'il y a donc toute une série de cancers qui font partie d'un plan de dépistage, qui sont, comme il l'explique, logiquement des cancers fréquents. Par exemple, le mien, qui est une maladie de Hodgkin, est plutôt rare. Il concerne 1300 personnes par an en France. Et justement, il n'a pas été du tout détecté au début, puisque je suis à un stade assez avancé de la maladie. Et le TEP scan aurait été vraiment bienvenu dans mon cas. Parce que, et vous n'avez pas pu le faire? Non, pourquoi? Parce que mon état de santé ne me permettait pas de faire 8 heures d'avion pour aller à Paris. Voilà, on en arrive donc, c'est la transition toute trouvée, docteur Bélia, pour expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce que ce fameux TEP scan. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la médecine nucléaire utilise des médicaments radiopharmaceutiques, des traceurs. Ces médicaments ont la faculté, en fait, d'aller se fixer sur des cibles spécifiques. Donc, l'activité du médecin nucléaire consiste à faire apparaître, je dis bien à faire apparaître sur l'image, ça va scintiller, ça va briller, ça va clignoter presque,
la maladie qui nous intéresse. Donc, dans le cadre, par exemple, d'une maladie de Hodgkin, un lymphome, on sait que le sucre va être consommé de façon massive par les cellules cancéreuses. Et donc, c'est tout simple. Un médecin nucléaire, il prend le sucre, il va le marquer avec un isotope radioactif, il l'injecte à son patient et tout simplement, il le passe sous la machine. Et ça, c'est clair. Toutes les lésions, même si elles sont centimétriques, vont apparaître et on peut faire une cartographie de la tête aux pieds. Donc il faut bien expliquer à nos téléspectateurs qu'on n'est plus dans l'analyse, si je puis dire, anatomique, mais on est dans la biologie cellulaire, on voit vivre les cellules, et avec cette particularité, si j'en crois les éminences grises de la cancérologie, qu'on peut détecter avant que les symptômes physiologiques ne se manifestent, tout dysfonctionnement d'ordre cellulaire grâce au TEP-CAN. Encore une fois, nous utilisons des médicaments à l'état en fait, de trace. Hein. On a coutume de dire que c'est de l'homéopathie quasiment. Et les doses sont vraiment infimes parce qu'on s'intéresse, on veut cibler vraiment des récepteurs sur les cellules, c'est-à-dire indétectables normalement à l'œil nu. L'œil nu n'arrive pas à avoir des cellules de l'ordre de quelques microns, mais grâce à cette technique, vous allez pouvoir allumer vos cibles et donc, de façon tout à fait évidente, faire apparaître la maladie bien avant une détection éventuelle classique à l'IRM ou au scanner. Alors qu'on découvre des images qui parlent très bien de cette technologie, vous êtes en train de nous dire que finalement, il n'y a pas de risque pour le patient, quand bien même on sait qu'il y a des précautions à prendre après un TEP-scan. Il faut attendre au moins 6 heures avant d'aller au contact, notamment des enfants ou des plus fragiles. Qu'il n'y a pas le risque de radioactivité, par exemple, entre guillemets, qu'on peut déplorer dans le cas de l'utilisation de d'autres formes de moyens de dépistage. Voilà, alors tout à fait. Nos substances, encore une fois, sont à dose traceuse, c'est-à-dire quasiment indétectables. Et on ne peut les détecter que justement parce qu'elles sont radioactives. La dose de rayonnement qui est injectée dans nos examens, j'ai coutume souvent à comparer à un voyage en avion. Quelqu'un qui fait un voyage en avion et qui se déplace sur la métropole, un aller-retour, il va recevoir une dose de rayonnement parfois supérieure aux examens de scintigraphie. Donc il faut être tout à fait rassurant. Nos examens sont très peu irradiants. Néanmoins, on a un principe de précaution extrême dans nos pays, c'est-à-dire qu'on recommande toujours aux personnes d'éviter d'être en contact avec les enfants, tout simplement parce qu'on sait que les rayons ont tendance à s'accumuler pendant la vie et que plus vous commencez tard à être exposé aux rayons, mieux cela vaut. Donc un enfant, dans la mesure du possible, il faut éviter qu'il soit en contact avec un patient qui a été injecté. Mais il n'empêche que quotidiennement, nous réalisons des examens chez des enfants, parfois même des enfants de quelques semaines. Madame Aristide nous expliquait n'avoir pas pu faire ce type d'examen parce qu'elle n'était pas en état de faire le voyage et évidemment cet appareillage n'existe ni au niveau régional ni même au niveau interrégional. À une époque où on nous parle beaucoup de synergie, on aurait pu imaginer un équipement commun pour la Guadeloupe et la Martinique. Madame Chérotte, vous en revanche, vous avez pu faire un TEP-scan. En quoi cela a changé votre approche de la maladie et en quoi cela vous aura-t-il été utile? C'est-à-dire, c'est toujours le CHU qui a décidé de me faire faire cet examen. C'est à la suite d'un scanner. Ils ont décelé des nodules, pas mal de nodules. Et là, pour avoir plus de, comment dirais-je, plus de précision, le médecin a décidé de m'envoyer faire cet examen en métropole du fait que ça ne se pratique pas ici. Et est-ce que vous avez l'impression que cet examen-là était plus concluant dans ce qu'il a pu révéler sur votre maladie? C'est-à-dire, ça m'a rassuré, je dis bien ça m'a rassuré, dans la mesure que quand je suis partie d'ici, du fait des résultats de l'autre examen, là, j'étais un peu effondrée parce que moi, je me croyais sortie d'affaires. Et là, je suis replongée à nouveau dans les souffrances du fait qu'il y avait ces fameuses nodules qui avaient apparu. Et là, je suis partie en métropole, mais là, ça a été un combat parce que déjà, j'ai eu du mal à partir. On l'a décelé ça en fin juin. J'ai quitté la Guadeloupe fin août parce qu'on ne voulait pas prendre
le billet de transport en charge, ou du moins l'organisme qui s'occupait de moi. Donc, il a fallu quand même que je me batte, à plusieurs reprises que je les relance. Et on a même, comment dirais-je, repoussé la date du rendez-vous qui était prévue pour la fin août au mois de septembre. Donc, j'ai perdu 2 mois. Donc, c'est déjà... Ces 2 mois, et là, je suis partie en métropole, on m'a fait l'examen. J'ai attendu quelques instants et tout de suite, on m'a rassuré qu'il n'y avait rien. Voilà, donc, c'est quand même quelque chose de... Un véritable parcours du combattant, un calvaire au quotidien pour le malade et en plus, la plupart du temps, des tracasseries administratives. Docteur Tindal, vous souhaitiez intervenir depuis un moment. Oui, Madame Chérod, elle explique bien en fait les limites parfois de l'imagerie conventionnelle que nous, radiologues, pratiquons. Effectivement, elle disait qu'il y avait sur le scanner beaucoup de lésions. Oui. Voilà, a priori inquiétantes. Alors ces lésions, le TEP scan révèle qu'elles ne sont pas actives. Donc ça veut dire que sa maladie est en rémission et qu'il n'est pas nécessaire de lui mettre en route un traitement supplémentaire. Le TEP scan empêche à Mme Chérod d'avoir un traitement inutile. Voilà. Parce que ce TEP scan va dire, voilà, ces lésions ne fixent pas le traceur, le marqueur radioactif, donc elles ne sont pas actives. Ce ne sont pas des métastases. Donc Mme Chérod sera épargnée par un traitement de métastases qui est un traitement en général très lourd. Bravo le TEP scan. Je vous propose à ce stade de faire un petit tour du côté de la régie pour retrouver Ludivine Guiolet qui, me dit-on, a de nombreuses réactions et peut-être des questions de téléspectateurs à nous soumettre. Ludivine ? Oui, Jackie, quelques interrogations des téléspectateurs qui se demandent, au vu du coût, on demandera à M. Bélia justement, est-ce que ce TEP scan est cher? Est-ce qu'il n'est pas possible de partager le TEP scan avec la Martinique? Dans l'ensemble, les téléspectateurs disent que c'est une bonne idée, vu qu'on part parfois en Martinique pour faire des examens spéciaux et se faire opérer. Un autre téléspectateur se demande si les images sont bien interprétées, car parfois on a de mauvaises surprises. Mais apparemment, au vu du témoignage de Madame Chérod, il semblerait que ça se soit très bien passé. Merci Ludivine. Docteur Bélia, sur le coût du TEP scan. Alors, ça coûte combien? L'examen, en fait, est remboursé par la Sécurité sociale 1 000 €. Je parle de l'investissement. Voilà. L'investissement, maintenant, il faut savoir qu'une machine coûte 1 600 000 €. Et certaines machines, vraiment pour la recherche, peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros. Donc c'est effectivement un investissement, mais qui, au regard des performances et du service rendu, est tout à fait acceptable. Vous seriez favorable à une démarche en synergie avec la Martinique pour équiper un plateau technique? Oui, tout à fait, parce que en fait, le but pour nous, c'est avant tout d'obtenir au niveau des plateaux techniques des CHU, des plateaux techniques les plus performants possibles. Actuellement, au CHU de Pointe-à-Pitre, clairement, nous sommes parfaitement équipés, notamment en médecine nucléaire. On a une nouvelle IRM qui arrive et le CHU est engagé vraiment dans une démarche de modernisation, puisque cette modernisation est un gage de sécurité dans la prise en charge des patients. Il nous manque un maillon. Ce maillon, c'est la caméra TEP. Ce qu'il est important de retenir, c'est que la caméra TEP peut être installée sur plusieurs sites différents. Encore une fois, si on veut des plateaux techniques performants pour prendre en charge des cancers, en fait, il faut une caméra en Guadeloupe, une caméra en Martinique et une caméra à la Guyane, clairement. Maintenant, il nous faut le petit laboratoire qui va alimenter ces caméras en produits. On le nomme le cyclotron. Et là, c'est notre affaire parce que ce cyclotron, ça coûte entre 6 et 10 millions d'euros. Il faut dire les choses, il faut pouvoir le construire. Mais c'est un vrai petit laboratoire capable d'alimenter quasiment à l'infini les caméras. Donc on peut faire un nombre d'examens très important grâce à un cyclotron. Et là, il va falloir... Donc l'investissement global, ça coûte combien? 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. Docteur Edreville, est-ce que vous, personnellement, vous y mettez aussi autant d'optimisme que le docteur Bélia, parce que ce TEP scan dont on parle pourrait avoir des applications de la même nature pour d'autres pathologies que les cancers? Alors, j'ai le même enthousiasme que le docteur Bélia, parce qu'il a cette force de conviction qui nous permet de
de s'accrocher à cet optimisme. Oui, il faut un TEP scan pour les maladies cardiovasculaires, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première cause de mortalité. Ça va le rester très probablement pendant longtemps. Et finalement, on parle un petit peu de la même chose. Qu'on parle de cancer ou de maladie cardiovasculaire, il s'agit de la même chose, c'est-à-dire il s'agit d'une maladie inflammatoire. Dans le cancer, les cellules se multiplient de façon anormale parce qu'elles sont trop nourries, entre guillemets, et il y a des facteurs génétiques, bien sûr, qui rentrent en jeu, mais elles se multiplient. Et dans la maladie cardiovasculaire, c'est également le cas. Si on parle de la maladie des vaisseaux, on parle d'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est quoi? C'est l'encrassement des vaisseaux. Et cet encrassement des vaisseaux est lié à un processus inflammatoire. Donc, le mot-clé de l'histoire là, c'est l'inflammation. Et le TEP scan permet de repérer les sites inflammatoires. Et comme l'a très justement dit tout à l'heure le docteur Tindall, il permet de mieux cibler les thérapeutiques qu'on propose aux patients. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le parcours de soins. On personnalise de mieux en mieux le traitement des patients. Il y a des patients qui reçoivent des traitements au jour d'aujourd'hui dont ils n'ont pas forcément besoin. On leur donne parce qu'il y a eu de grandes études qui ont dit voilà, il valait mieux les donner. Mais les patients eux-mêmes se disent parfois mais tiens, c'est bizarre ce traitement-là, il ne me convient pas, je ne le supporte pas. Si ces patients avaient un TEP scan, mais peut-être qu'on pourrait réajuster plus facilement le traitement. Donc pour l'instant, les cardiologues la cardiologie représente vraiment une très faible proportion des indications du TEP scan, mais ça va le devenir de façon grandissante dès lors que l'appareil sera là, parce qu'il permettra de dépister l'athérosclérose, donc cette inflammation des vaisseaux. Il permettrait également d'étudier la microcirculation, c'est-à-dire que les gros vaisseaux peuvent être atteints par l'athérosclérose, mais il y a les petits vaisseaux qui peuvent également être atteints. Et on sait au jour d'aujourd'hui, au niveau de la cardiologie, qu'il y a beaucoup de maladies, en particulier l'insuffisance cardiaque, qui peut être liée à l'atteinte de la microcirculation. Tout ça, c'est en cours de recherche. Et lorsque le TEP scan sera en Guadeloupe, on aura un large champ de recherche, mais également d'examens ciblés au quotidien donc pour les patients. Voilà, docteur Béliard, je parle sous votre contrôle. Actuellement, ce TEP scan dans les hôpitaux de France, ce serait 95% des examens de bilan cancérologique. Et puis, j'ajoute simplement que depuis le fameux plan cancer 2003, ce type d'équipement était en principe prévu ici, sans compter que, et la Guadec le rappelait justement il n'y a pas si longtemps, sans compter que l'un des principes fondamentaux de ces différents plans cancer, c'est l'accès en termes égalitaires pour tous aux nouvelles technologies dans ces domaines-là. Docteur Jacques Bangou, vous êtes toujours avec nous. Merci d'être aussi patient. J'interpelle à présent le président du conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire. Dites-nous, monsieur Bangou, sur cette question du TEP scan, pourquoi la Guadeloupe n'en est toujours pas pourvue alors même que le plan cancer de 2003 prévoyait un tel équipement? Quelle est votre position à vous en tant que responsable politique sur une question comme celle-là dont vous prenez, j'en suis persuadé, toute la mesure, eu égard à votre qualité professionnelle de médecin avant tout? Écoutez, s'agissant de l'intérêt du TEP scan, c'est une question que je porte depuis quelques années. J'ai été d'ailleurs averti et sensibilisé en premier par Dr Béliard il y a quelques années, et j'ai eu l'occasion d'intervenir auprès de la direction de l'hôpital et également auprès de l'ARS pour savoir quelles étaient les mesures qui permettraient de combler ce vide. Mais je pense que tout a été dit dans les propos du docteur Béliard, puisqu'il y a à la fois, c'est sûr, la nécessité d'ajouter cet élément supplémentaire, mais la réalité également que au niveau du centre hospitalier, il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits au niveau du CHU, en tout cas d'énormes efforts qui ont été faits pour que les autres étapes, parce que le PEP scan ne peut pas travailler tout seul, il doit intervenir dans
dans un environnement où d'autres examens et d'autres appareils doivent pouvoir être disponibles, et c'est le cas. Et donc, ces efforts ont été faits par le CHU ces dernières années. Au jour d'aujourd'hui, ce que je sais, puisque, encore une fois, ça ne dépend pas du conseil de surveillance, mais de l'agence régionale de santé et de la direction hospitalière, au jour d'aujourd'hui, la question fondamentale est comment injecter 15 millions d'euros sur la Guadeloupe et sur la Martinique, et qui prend en charge ces 15 millions, et comment faire rentrer ce plan dans une évolution globale. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une phase intermédiaire, dans une construction du passage d'un établissement hospitalier qui est le CHU actuel à un futur CHU à Périn, où il y a, du fait justement de l'action des médecins de la CME, des médecins guadeloupéens, une évolution très sensible, prenant en compte le vieillissement de la population et l'importance des cancers, pour faire un véritable pôle cancérologie au sein du futur CHU de la Guadeloupe. Et ça, ce me semble la meilleure nouvelle en termes de prise en compte des cancers d'une manière générale, quels qu'ils soient, sur la Guadeloupe, à la fois sur le plan préventif, mais bien sûr sur le plan du dépistage, du suivi et du traitement. Alors, voilà, je partage, et je pense que les téléspectateurs ont eu avec beaucoup de justesse et ont posé tout de suite la question, puisqu'il y a des investissements suffisamment lourds, il faut pouvoir les partager à l'échelle régionale. Et actuellement, ce que je sais des discussions entre les agences de santé, c'est qu'il est prévu, en tout cas on envisage, d'installer en Martinique le cyclotron, c'est-à-dire l'accélérateur de particules qui permettra d'alimenter les PET scans sur les territoires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane. Mais il faut savoir qu'autour de cela, il y a toute une série d'organisations. En particulier, lorsqu'on fabrique un élément radioactif, il a une durée de vie de quelques heures. Donc, lorsqu'on le fabrique en quelque endroit que ce soit, par exemple, s'il est fabriqué en Martinique, il faut qu'il puisse être acheminé en Guadeloupe dans un délai relativement bref, pour qu'il puisse être utilisé par la caméra du PET scan. Donc il y a toute une série d'organisations et de mises en place logistiques qui sont à l'étude en ce moment. Alors bien entendu, mon rôle et mon souhait, c'est que tout ceci s'accélère et que les moyens puissent être retrouvés pour répondre à ce besoin. Mais je pense moi je suis plutôt dans l'optimisme et bien entendu, je suis très attentif au fait qu'au-delà des réponses actuelles du PET scan en termes de cancer, que dans d'autres spécialités, et Dr Hidreville a fort justement exposé le cas de la cardiologie et des maladies cardiovasculaires, le PET scan aura tendance à devenir de plus en plus un outil qui va être utilisé au maximum, sachant que pour le moment, chaque examen coûte 1 200 € et n'est remboursé par la sécurité sociale qu'à hauteur de 1 000 €. Donc il faut espérer derrière une forte démocratisation, un fort taux à la baisse du coût pour que ça devienne un élément d'investigation qui puisse permettre du dépistage de grande ampleur. Docteur Bangou, vous restez avec nous et là vous vous exprimiez plus en votre qualité de président du conseil de surveillance du CHU. Julie Aristide, qu'est-ce que vous répondez au discours de Jacques Bangou qui nous dit son optimisme et qui nous brandit en même temps l'élément financier et les complications pour la mise en place de ce PET scan? Je pense qu'il est forcément mieux placé que moi pour savoir quelles difficultés les dossiers ont quelquefois à aboutir. Ceci dit, moi en tant que patiente et en tant que citoyenne, je trouve quand même un peu difficile qu'en 2014, nous ne soyons toujours pas équipés, alors que ça fait bien plus de 10 ans qu'on a commencé à équiper tous les hôpitaux en France, d'autant plus que nous sommes éloignés. Et il m'aurait semblé logique que nous soyons prioritaires du fait de notre éloignement par rapport à la France et que beaucoup de patients ne sont pas en état de voyager ou il y a des fois des situations d'urgence que nécessitent certains examens. Alors je trouve pourtant que dans notre jolie Guadeloupe, on manque de rien. Je dirais même que en termes de consommation, on a tout ce qu'il nous faut. Et je trouve dommage qu'en matière de santé publique, nous soyons vraiment au ralenti.
Voilà. Monsieur Chingan, Ah oui, votre réaction sur cette question-là, est-ce qu'on peut s'attendre, à moins que ce ne soit déjà fait, mais enfin, on ne vous a pas entendu, dites-moi si je me trompe, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous poussiez à la roue pour qu'on aille vers un tel investissement? J'ai commencé, je continuerai. Mais d'abord, je vais réagir au témoignage. En fait, il y a une perte de chance réelle de guérison pour le témoin, Aristide. Si on avait pu déceler son lymphome très rapidement, donc il y aurait eu un traitement différent. Ce que nous préconisons en matière de cancer, c'est de pouvoir déceler. Maintenant, il est plus ou moins admis qu'une personne sur 3 va développer un cancer. On aborde le sujet différemment. On ne dit pas comment on va éviter un cancer, mais c'est comment on va développer ce cancer le plus tardivement possible. Cela veut dire également que lorsque nous faisons de la prévention, cet outil est indispensable. Donc, voyez-vous, elle n'a pas pu faire parce qu'elle n'était pas en mesure de se déplacer, mais il y a des gens également qui sont en fauteuil roulant. J'ai des cancérologues qui m'en ont parlé. Ils sont en fauteuil roulant, on ne peut pas les envoyer à Paris. Il y a des gens également qui n'ont pas de personnes à Paris, dans la région parisienne, et qui ne veulent pas carrément y aller. Donc, c'est des pertes de chance réelles pour ces personnes-là de guérir du cancer. Donc, quand on me parle de 15 millions d'euros, mais sachez d'abord que dans le plan Cancer 3, il est prévu 1,5 milliard à mettre à la disposition de ce plan Cancer 3. Mais peut-être il y a une source de financement par là. Mais il faut savoir que notre démarche, nous, à la Ligue contre le cancer, dans notre rôle de plaidoyer pour défendre les malades du cancer, dès le mois de janvier, lorsque j'étais alerté par le docteur Bélia, j'ai rencontré le directeur du CHU qui m'a demandé également de l'aider. Parce que la Ligue contre le cancer, c'est le premier financeur privé de la recherche. Nous avons participé à l'élaboration du plan Cancer 3 à raison de 2200 contributeurs et nous participons à 4 ateliers sur 5, 4 missions sur 5. Donc voyez-vous, on est écouté. Donc j'ai profité également donc, de l'annonce du président de la République pour en parler dans la presse de ce manquement. J'ai profité de Mars Bleu et de la Semaine nationale de lutte contre le cancer pour également en parler dans la presse. Et j'ai également alerté la présidente de la Ligue contre le cancer qui était de passage au mois d'avril. Je lui ai dit que voilà sur ce qu'on vous attend, Madame la Présidente, qui est professeure en médecine. Je lui ai dit, voilà, on a un besoin de mettre en place ce PET scan en Guadeloupe. C'est ce qu'elle a fait. Elle l'a fait d'ailleurs dans l'axe Antilles-Guyane. Elle est venue ici, nous avons rencontré le directeur de l'ARS, nous avons visité le CHU. Elle est allée, en Martinique et je l'ai suivie en Guyane. En Guyane, que je vous dise, le directeur de l'hôpital de Guyane, ce n'était pas sa priorité. Comme l'a dit le docteur Mangou, des fois, il y a des autres priorités. Mais on lui a fait comprendre que maintenant, avec la Réunion ayant son PET scan, parce qu'ils ont 1 million d'habitants, les 3 départements réunis feraient que nous aurons notre million d'habitants largement. Et que ça pourrait justifier le financement de 15 millions pour pouvoir obtenir ce PET scan. Donc, quand Madame dit tout à l'heure que ça lui a permis de ne pas avoir une chimiothérapie supplémentaire, ce n'est pas rien. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une chimiothérapie. Une chimiothérapie, c'est donc un traitement lourd, avec beaucoup de conséquences, et cher. Donc, pour avoir de conséquences, il faut nécessairement que ce PET scan soit pris en compte. Et le plus rapidement, je crois qu'il y a un problème de délai. On nous dit que la Martinique va financer. Le Conseil régional s'est déjà positionné là-dessus. Il faut également que nos élus locaux puissent se prononcer sur le financement de ce outil indispensable à faire des diagnostics corrects et à suivre la maladie. Voilà. Je propose que nous allions faire un petit tour du côté de la régie, mais juste avant, pour compléter ce que nous disions, et dans la foulée des explications tout à l'heure du docteur Edreville, j'ajoute que si l'on en croit le magazine anglais The Lancet, il y a de formidables espoirs pour les personnes plongées dans le coma grâce au TEP scan. Et donc, le champ de cette technologie est beaucoup plus important
qu'on ne l'a dit jusqu'à maintenant, parce qu'il y a encore au niveau de la recherche appliquée des recherches qui se font et peut-être pour la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson, aurons-nous, nous l'espérons en tout cas, de bonnes nouvelles dans les mois ou les années qui viennent. Ludivine Guillolet, d'un mot, docteur Bélia. Juste un mot, je voudrais apporter une précision. Actuellement, le TEP-scan est facturé 1050 €. L'examen est devenu rentable. Il est devenu rentable. Vous abordez l'aspect économique. Oui, je voulais y revenir tout à l'heure, si vous le permettez. Nous prenons quelques questions ou réactions de téléspectateurs avec vous, Ludivine Guillolet. Oui, d'abord les questions. Alors, les téléspectateurs veulent comprendre un petit peu comment fonctionne ce TEP-scan, à quel stade de la maladie a-t-on recours au TEP-scan, ou encore le TEP-scan remplacera-t-il à terme les autres modes de dépistage, par exemple la mammographie pour le cancer du sein. Quelques remarques qui rejoignent celles de Julie Aristide. Un téléspectateur remarque par exemple, entre TEP-scan et Trafiquera, la Guadeloupe a semble-t-il fait son choix. Un autre téléspectateur parle d'inégalité en matière de santé, ou encore un questionnement: quand est-ce que les politiques vont se préoccuper réellement de la santé de leur population? Merci infiniment, Ludivine. Alors, nous reviendrons tout à l'heure sur le TEP-scan, comment ça marche, parce que visiblement certains téléspectateurs ont peut-être pris le débat en cours, et c'est vrai que ce genre de problématique n'est pas toujours facilement accessible, et un téléspectateur nous demande à quel stade de la maladie a-t-on recours au TEP-scan. Si vous pouvez faire court sur cet aspect-là, docteur Bélia. En fait, l'utilisation du TEP se fait à plusieurs niveaux. Comme a dit tout à l'heure docteur Hydroville, le patient est dans un parcours de prise en charge, et en fait, le TEP-scan peut être utilisé dès la phase, on va dire, diagnostique, c'est-à-dire pour cibler une biopsie. Il faut comprendre que le diagnostic du cancer se fait grâce à l'anatomopathologie. Il faut faire une biopsie. Le TEP va vous dire exactement là où il faut aller chercher la tumeur, puisqu'on la détecte de façon très précoce et de façon même si elle est cachée. Deuxièmement, on va faire également l'examen TEP pour savoir la cartographie, c'est-à-dire l'ensemble, la distribution de l'ensemble des lésions sur le corps humain. Donc, on intervient également pour l'étude de la réponse au traitement. Comme a dit M. Chingan, on utilise des thérapies, des chimiothérapies qui sont de plus en plus lourdes. On parle aussi de thérapies ciblées. On a besoin rapidement de savoir si le traitement est efficace. Ça coûte très cher. Et le TEP va intervenir également à cette étape. Et enfin, je dirais, pour la radiothérapie, on utilise également le TEP pour mieux définir la zone qui va être irradiée. Et comme vous le disiez tout à l'heure, paradoxalement, le TEP permet de diminuer l'irradiation du malade, puisque vous repérez mieux la zone à irradier. Enfin, dans le cadre de Mme Chérod, le test peut attester la guérison. Un TEP-scan négatif, le patient doit être considéré comme guéri. Docteur Tindal, est-ce que vous considérez, je vous pose la question à vous, je la poserai... Donc, radiologue. Je la poserai aussi au docteur Bélia, qu'un TEP-scan ici serait économiquement viable. Autrement dit, le rapport investissement-rapport précisément. Et pour vous, est-ce qu'il n'y a pas un risque qui serait de voir le TEP-scan suppléer les méthodes conventionnelles de dépistage? Voilà, la guerre de l'imagerie est lancée. Non, docteur Bélia a très bien dit au début que nous étions complémentaires. Bon, le TEP-scan, docteur Bélia, vous me direz, combien de temps dure un TEP-scan pour réaliser l'examen? Un peu plus d'1 heure actuellement. Voilà, donc vous voyez déjà, ce facteur est extrêmement limitant. Vous allez faire un scanner, ça dure, allez, prise en charge du patient, 10 minutes. C'est compatible, il y a de la place pour tout ça. Pas qu'il y a de la place pour tout ça, ce sont des examens qui sont complémentaires. Nous ferons de la morphologie. Alors, nous chercherons des métastases chez un patient qui est traité pour un cancer. On aura des images suspectes. Docteur Bélia, le radiologue dira l'image est suspecte. Docteur Bélia dira l'image est rassurante. On s'arrêtera là. Docteur Bélia confirmera notre impression et la patiente bénéficiera d'une chimiothérapie ou n'en bénéficiera pas. Et il faut aussi, au niveau économique, il faut aussi rappeler que les chimiothérapies sont extrêmement chères maintenant. Les nouvelles molécules, alors j'entendais un patron de service dire que un traitement pour un patient était l'équivalent de la masse salariale de tout le service. Donc, c'est pour vous dire qu'on a aussi là des économies à trouver en ne faisant pas les traitements.
Donc voilà. Donc économiquement, il faut raisonner de manière globale. Alors, on aura économiquement intérêt à ne pas envoyer les patients ou les patientes en France hexagonale, puisque cela coûte cher. Il faut le billet, la prise en charge, l'hébergement. Voilà. Donc, très probablement, il n'y a pas de guerre d'imagerie. Nous sommes totalement complémentaires. Et on ne pourra pas se passer de la radiographie conventionnelle du genou parce qu'on fait une IRM du genou. On ne pourra pas se passer de l'IRM parce qu'on fait un TEP scan. Docteur Bélia, quand les politiques nous disent c'est un investissement lourd financièrement, qu'est-ce que vous répondez sur la question de la viabilité? Ça serait finalement un atout considérable d'un point de vue financier pour une plateforme technique comme celle du centre hospitalier universitaire? Tout à fait. Je pense que, vous savez, actuellement, on est dans une période absolument faste pour le TEP scan. J'ai là en main le plan cancer 2014-2019 et donc ce sont des personnes qui ont réfléchi, encore une fois, et ils précisent bien réduire les inégalités territoriales et harmoniser les délais d'accès à l'IRM et à la TEP. On comprend bien que les deux examens sont complémentaires et que, comme l'a bien dit le docteur Tindall, actuellement, ce qui coûte cher, c'est essentiellement les soins. La chimiothérapie, c'est 1,5 milliard d'euros par an en France. La radiothérapie, c'est 800 milliards. Donc, on a là des sources de dépenses absolument colossales. Le fait d'utiliser le TEP va automatiquement entraîner des économies très importantes sur nos territoires pour ces chimiothérapies qu'actuellement on prescrit selon les règles, mais nous n'avons pas, encore une fois, comme je l'ai dit, ce maillon pour évaluer l'efficacité ou pas de ces traitements. Et, très important, tous les patients qui se présentent au CHU Pointe-à-Pitre et qui ont besoin de TEP sont envoyés en France. Jusqu'à présent, on faisait à peu près 200-300 TEP par an. Maintenant, il faut comprendre, comme l'a dit M. Schengen, que les indications explosent. Je reviens sur la maladie d'Alzheimer. On n'en est plus au stade de recherche. Vous avez 2 molécules qui ont l'AMM, l'autorisation, pour être utilisées pour dépister la maladie d'Alzheimer actuellement. Donc, les indications en cancer, en cancérologie, en maladie, en prise en charge des maladies cardiovasculaires, dans la prise en charge des maladies de type de démence, on voit bien que les indications du TEP vont exploser et qu'on ne va plus envoyer simplement 300 personnes en France, on va envoyer 1000, 1500, 2000. Il faut savoir que pour un territoire comme la Guadeloupe, c'est en moyenne 2000 TEP qui devraient être réalisés par rapport à la population. 2000 TEP, avec un billet d'avion autour de 1000 € pour le voyage, ça fait 2 millions d'euros. On a payé la caméra en un an. Docteur Bango, vous êtes toujours avec nous? Le docteur Jacques Bango est-il toujours avec nous? Docteur Bango, j'imagine que vous avez suivi avec intérêt les différentes interventions ici, celle de M. Schengen ou encore à l'instant même du docteur Bélia, et d'une manière unanime, hein, que ce soit, si j'en juge par ce que nous disent nos téléspectateurs ou les gens présents ici sur le plateau, le politique qui pousserait à la mise en place d'un tel équipement serait un véritable messie. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme cela, non, je pense que c'est trop caricatural. Je rappelle que, personnellement, en tant qu'administrateur du conseil de surveillance, j'ai eu l'occasion d'intervenir auprès de la direction hospitalière, d'ailleurs à la demande du docteur Bélia, pour que cette question du PEP scan soit mise en place et soit discutée par les autorités de santé. Donc nous continuerons d'impliquer, d'appuyer sur cela. Je pense que s'agissant du coût, ensuite il y a un certain nombre de décisions qu'il faut prendre au niveau des institutions politiques. Est-ce qu'on doit séparer obligatoirement les questions de compétences régaliennes s'agissant de la santé, de la sécurité, ou est-ce qu'on doit faire intervenir les administrations locales et les collectivités locales pour participer à des ruptures, des fractures s'agissant de l'égalité des soins qu'il peut y avoir sur nos territoires? J'y suis personnellement favorable. Donc c'est une démarche que je pousse non seulement au sein de l'institution hospitalière, mais au sein de nos institutions et de nos collectivités, dans un contexte, certes, qui n'est pas forcément favorable sur le plan financier, mais dans lequel l'intérêt de nos concitoyens prime avant tout. D'ailleurs, la question telle qu'elle vous l'avez posée il y a un instant en termes de rentabilité, elle me choque un petit peu.
Ce n'est pas une question de savoir si c'est rentable ou pas rentable. Si c'est bon pour la population, il faut le faire. La question, c'est qu'il faut avoir les moyens immédiatement et de savoir qui partage un petit peu ses frais. Et personnellement, je suis pour, effectivement, que les collectivités locales puissent participer comme elles l'ont fait sur un équipement dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est le robot chirurgical, qui a été financé quasiment entièrement par la région et avec une partie par le département, et qui fait que cet appareillage est l'un des seuls qui existe dans le bassin caribéen. Donc, il y a un certain nombre, effectivement, de démarches à faire pour que, sur des points de santé publique en particulier, et là où il y a des question épineuse, eh bien qu'au-delà des moyens que l'État ne peut plus forcément apporter immédiatement, eh bien que nous, Guadeloupéens, à travers nos instances, nous puissions y participer. En tout cas, j'y suis favorable, bien entendu. Est-ce qu'il y a, M. Bangou, un geste concret que vous pourriez faire en ce sens, dans les jours qui viennent, de manière à provoquer, à jouer les aiguillons auprès de vos collègues politiques et à aller vers un possible dénouement, une avancée, quelle qu'elle soit, sur ce terrain-là? Ce que je peux faire, c'est demander que parmi les prochaines réunions du Conseil de surveillance, nous mettions cette question pour rappeler aux directions et à l'ARS cette nécessité. De même qu'au niveau du Conseil général, de la même façon que j'ai incité le président Gillot à faire une plénière sur la construction du futur CHU, et je pense que c'était un élément déclencheur pour permettre une communication auprès de la population et faire que ce projet émerge réellement, et il est en train d'émerger. Nous pouvons également demander qu'il y ait, sur une plénière d'une de nos instances, au Conseil général ou au Conseil régional, un débat public qui permette justement d'engager le politique à porter sa contribution, mais il ne peut le faire seul, il ne peut le faire que dans un cadre d'encadrement par les autorités de santé et l'ARS. Et bien entendu, c'est autour de cette autorité que cela peut se faire. L'idée de ce débat, c'est pas une mauvaise chose, c'est un engagement que vous prenez ici? Absolument, oui. Je l'ai fait pour la construction du CHU. Il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire et que je ne le fasse pas volontiers s'agissant du PEP-scan et des politiques de prévention sur l'ensemble des scanners. Je rappelle que je suis médecin et au-delà du médecin, je suis citoyen et je vois autour de moi des situations qui mériteraient effectivement d'avoir de telles avancées. Docteur Bélia. Alors, juste... vous savez, là, j'ai noté sur le document les mots qui m'ont frappé quand on avait les témoignages. Madame Aristide l'a très justement dit, on parle de combat. On est dans le combat contre la maladie. Et je pense que c'est un véritable combat à mener, un sacerdoce à mener pour que, rapidement, nous puissions avoir la caméra TEP disponible pour nos populations et que ce combat que nous menons déjà depuis plusieurs années commence à porter des fruits, puisque j'ai vraiment le plaisir de préciser actuellement que l'ARS, j'étais en réunion avec l'ARS la semaine dernière, nous avons un soutien complet des ARS de Guadeloupe et de Martinique, et ainsi que la Guyane a priori. Donc l'ARS est tout à fait favorable à financer immédiatement, je dis bien immédiatement, la caméra TEP, puisque c'est un équipement qui sera acquis par le CHU. Néanmoins, en ce qui concerne le cyclotron, il faut effectivement qu'il y ait, et je suis très content d'avoir entendu M. Bangou se positionner, il faut qu'il y ait une participation des collectivités pour que nous puissions installer un cyclotron, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. Le plus important, c'est une question de délai. La durée pour installer un cyclotron, ça se construit, la petite usine, là, ça se construit en 1 an, 18 mois maximum. Répondez-moi très rapidement. En quoi le fait de n'avoir pas pu faire un TEP-scan a privé Julie Aristide d'un acte nécessaire, important dans la prise en charge de sa maladie? Madame Aristide a dit qu'elle avait une maladie d'Hodgkin. Il a été prouvé que le TEP-scan pré-thérapeutique, c'est-à-dire juste avant de commencer la chimiothérapie, est absolument déterminant, puisque c'est un examen qui va nous servir, entre guillemets, de référence. On applique ensuite le traitement, on fait une première cure de chimio, une deuxième cure, voire une troisième, et au bout de cette troisième cure, on va réaliser un nouvel examen TEP. Et on va simplement comparer les images. Malheureusement, on n'a pas pu les projeter. Et sur la comparaison toute simple entre le TEP avant le traitement et le TEP au bout de 3 cures, vous pouvez dire déjà si le sujet a des
forte probabilité de chance de guérir, et surtout adapter le traitement de façon instantanée. Ce qui ne peut être fait tant que Mme Aristide n'aura pas eu son TEP scan. On va lui donner une chimiothérapie, on va dire de principe, celle qu'on espère la plus efficace. On a vu. Voilà, mais de toute façon, il faudra qu'elle prenne l'avion et qu'elle aille passer son TEP. Julie Aristide, Madame Chérode, Julie Aristide, pour commencer, en fait, je voudrais que vous nous expliquiez de quoi est fait votre quotidien. Nous n'y ont par Olivier Moncadi, c'est couteau celles qui savent ça qui agir au monde. Et quand les gens ne vivent pas une situation, il leur est souvent assez difficile de la comprendre, de bien l'appréhender. En quoi la maladie a changé votre vie et de quoi se fait votre quotidien? Je signale en passant que vous êtes une personnalité publique, connue. Vous êtes luthier et excellent violoniste de soft notamment, et j'imagine que quelque part, ça vous oblige à reconsidérer aussi les projets qui sont les vôtres. Évidemment, la maladie, peu importe l'âge à laquelle elle intervient dans votre vie, elle change tout. Et j'ai envie de dire que les mots, quelquefois, ne suffisent pas à expliquer ce que ça change, parce que je crois, un couteau seulement qui savent ça qui n'y a qu'à agir au monde. Là, on est vraiment dans le sujet. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas vécu certaines choses, c'est très très difficile de faire comprendre ce que l'on vit, y compris quand on a tous certainement ici eu un proche atteint d'un cancer et qu'on l'a vécu de près. Eh bien, quand on est dans la situation, les choses sont tout à fait radicalement différentes. Quel est le plus dur pour vous? La chimiothérapie, c'est éprouvant, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous agresse plus que d'autres dans ce cadre-là? Pour le moment, je ne pense pas que la maladie m'agresse particulièrement. J'ai beaucoup de chance de bien supporter la chimiothérapie. J'ai très peu d'effets secondaires. Enfin, j'ai des effets un peu, j'ai envie de dire, comme tout le monde, mais certaines personnes le vivent beaucoup plus violemment. Donc, je me sens assez chanceuse de ce point de vue-là. L'examen, le TEP scan, a cette importance pour moi particulièrement, que comme l'a dit Dr Bélia, j'en aurais fait un avant de commencer ma chimiothérapie, j'en aurais fait un autre au bout de 3 cures de chimiothérapie. Là, je n'en ferai pas avant ma 8e chimiothérapie. C'est-à-dire que mon TEP scan est prévu début juillet, je serai au milieu de mon protocole. Donc la chance que je peux avoir, c'est que la maladie de Hodgkin est un cancer relativement bien connu et qui se traite relativement bien. Donc on peut imaginer que le protocole que je suis pour le moment est un protocole tout à fait cohérent. Ceci dit, voilà, on ne saura pas comment il fonctionne et comment mon corps, comment les cellules cancéreuses réagissent à ce protocole avant la 8e cure. Et ça change beaucoup de choses. Parce que dans mon cas, par rapport aux résultats de ce TEP scan, les choses vont prendre une toute autre allure. C'est-à-dire que si mon corps a bien réagi, et pour ça, quand je dis bien réagi, on entend par là quasiment une rémission, au bout de 8 cures, je terminerai mon protocole classique. Si ce n'est pas le cas, je vais passer à un protocole beaucoup plus agressif qu'on appelle la chimiothérapie intensive avec autogreffe de moelle osseuse, qui va évidemment me donner toutes les chances de guérir, mais que je ne pourrais pas faire avant de connaître les résultats de ce TEP scan. Et ça change tout quand vous avez un cancer en stade avancé. Le quotidien n'est pour le moment, je me sens très chanceuse, mis à part le fait qu'il faut occuper des journées qui sont un peu vides. Je me sens, en même temps, on dort beaucoup, on est très fatigué, on est anémié, donc Précisément, j'allais vous dire au risque d'insister, malgré votre sourire généreux, malgré ce tempérament de battant dont vous nous avez parlé dès votre première prise de parole, comme disait Lelouch, il y a des jours et des lunes. J'imagine qu'il y a des jours où on doit avoir le moral dans les chaussettes. C'est pas, je ne peux pas je ne peux pas aller dans votre sens. C'est bien dommage. Ça m'arrivera peut-être. Je veux dire, je suis assez lucide sur le fait que la durée du traitement joue énormément sur l'impact psychologique. Donc moi, j'ai commencé mon traitement au mois de mars. J'ai été diagnostiquée fin février. J'en suis à 5 cures de chimio. Pour le moment, je suis moralement toujours au combat.
j'ai pas encore eu de baisse de morale. Après, je suis en train de noter pour maintenant ce que la maladie change dans les relations aux autres. Donc ça, c'est plus le côté psychologique et relationnel. Donc je suis en train d'observer ça autour de moi, même à l'intérieur de moi. Moi, j'ai même un changement dans mon rapport aux autres. Et puis je me documente beaucoup. Donc maintenant, je suis en train d'essayer de voir à quoi va ressembler ma vie après. Et je me rends compte que le cancer, ce n'est pas 8 mois de votre vie, ni une année. C'est tout le reste de votre vie. Voilà. Madame Chérode, vous personnellement, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous au quotidien? J'imagine que vous avez dû faire à un certain moment de la chimiothérapie. Oui. Comment est-ce que vous vivez ça? Qu'est-ce qui vous casse les bras le plus? C'était très difficile. Je voudrais que les gens comprennent bien ce que c'est que d'être confronté à la maladie. C'est très difficile et souvent les gens disent enfin, se mettre à nos places. Et ils ne peuvent pas se mettre à notre place dans la mesure que chacun le gère différemment. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me cassait complètement. J'avais du mal à me doucher, à manger. Et bon, je faisais j'allais au CHU tous les 3 semaines. Mais ces 3 semaines-là, je les appréhendais énormément. Et heureusement, quand même, mon époux a été toujours présent et m'a beaucoup épaulé à ces moments-là parce qu'il souffrait en même temps que moi. Il souffrait en même temps que moi et j'ai mes enfants, même s'ils ne sont pas à la maison, je savais qu'ils souffraient énormément. Mais là, depuis que j'ai terminé les séances de chimio, après, j'ai toujours eu un suivi jusqu'au moment où on m'a refait faire un scanner et on a décelé les nodules. Mais je m'accroche, je vis. Si je ne le dis pas, personne ne sait que je souffre de cette maladie. Votre époux qui est dans l'assistance et que je salue en passant, Manchérode, en cas changer l'antétimoun, l'air mon tétine en famille qui était mort de cancer ou qui était né en cancer, ou te qu'attendre des familles qui a dit pas boire, pas manger à casa ces moun là ça. Vous nous avez parlé de votre proche famille, de votre époux qui était là. Mais depuis que vous êtes malade, est-ce que vous avez eu à un moment ou à un autre le sentiment que les rapports avec les autres changeaient? Non, jamais. Non, jamais. Et c'est tant mieux. Non, et c'est tant mieux. Est-ce que vous avez malgré tout ressenti ce poids du regard de l'autre en général? Non plus. Et c'est tant mieux. Parce que je m'arrangeais pour que déjà, qu'on ne le voit pas. Enfin, sauf à la période où je faisais la chimiothérapie, je n'avais plus de cheveux et là, ça me gênait énormément, mais je mettais un foulard quelque part. Mais si je ne le disais pas, personne ne savait que j'étais malade. C'est ce sentiment d'être diminué en tant que femme quand on perd les cheveux qui vous bouscule? Oui, on a du mal à se regarder soi-même. Et aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous avez le sentiment d'aller vraiment mieux? Je me sens bien depuis que j'avais été faire ce fameux TEP-scan là qu'on m'a dit qu'il n'y avait rien. Là, je vous assure que ça m'a rassuré énormément. Julie Aristide, est-ce que vous vous réveillez en croyant chaque jour à la possibilité d'une guérison? Je n'ai pas d'autre objectif. D'une rémission, tout au moins. Oui, évidemment. Moi, je n'ai pas d'autre objectif. Je pense que, il n'y a jamais de certitude sur rien, mais je crois que le positionnement qu'on a en tant que malade par rapport à la maladie est très important. Et moi, je ne me suis pas visualisée autrement que dans l'optique du chemin de la guérison. Donc, ça peut être long, ça peut être difficile, ça peut être dur physiquement. Ce sont des épreuves qu'il faut vivre. On n'a pas le choix. Voilà, il faut faire face à l'adversité. Et je ne pense pas... Moi, je me positionne comme ça. Je n'ai pas non plus un pronostic, même si ma maladie est avancée, je n'ai pas un mauvais pronostic. Donc, moi, je me vois certainement, oui, guérie, évidemment. La guérison, comme je vous disais tout à l'heure, comme j'ai l'impression que le cancer, on a un peu du mal après à vivre sans, c'est-à-dire que vous avez la rémission, vous avez la guérison, mais finalement, votre vie change.
puisque vous devenez un public beaucoup plus qui a plus de probabilité de développer un autre cancer, par exemple. Donc vous avez plus d'examens, plus de suivi médical. La chimiothérapie, c'est évidemment formidable pour guérir, mais ça laisse d'énormes séquelles à votre corps. Ce sont des molécules de chimie lourdes. Et en ce qui me concerne, dans mon protocole, par exemple, j'en ai une qui donne des problèmes cardiovasculaires et l'autre qui donne des problèmes pulmonaires. Donc il est évident que je vais aussi faire partie dans mon avenir, à la suite de ma rémission et de ma guérison, de ces patients qui iront régulièrement se faire surveiller au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, etc. Donc je veux dire, ça vous laisse des traces qui sont quand même indélébiles, en dehors des traces psychologiques ou mentales. Il y a un vrai suivi, un vrai changement de vie. Ça change véritablement votre vie, véritablement. Un petit tour du côté de la régie, Ludivine Violet. Jackie, alors pour faire suite à ce que Julie Aristide disait par rapport au STEP scan, une téléspectatrice fait part un témoignage. Donc elle dit que grâce au TEP scan, une parente condamnée à mourir en 2 mois a tenu 27 mois. La localisation du cancer était précis. Et puis enfin, les téléspectateurs veulent savoir un petit peu qu'en est-il de la prise en charge pour la sécurité sociale avec le TEP scan. Et puis pour conclure, une phrase, je pense, qui résumera en tout cas l'état d'esprit des invités sur le plateau. La vie n'a pas de prix, donc nous méritons cet outil, quitte à le partager. La question de la prise en charge par la sécurité sociale, je crois qu'on y a répondu, mais si vous pouvez juste apporter la précision pour le téléspectateur qui pose la question, Dr Bélia. Je rassure le téléspectateur, l'examen est remboursé intégralement par la sécurité sociale. Docteur Edreville, on parle beaucoup de dépistage lié aux questions cancéreuses, à la problématique du cancer. Que faudrait-il faire pour inverser la courbe des maladies cardiovasculaires qui constituent la principale cause de mortalité ici? Alors, on parle de prévention. Il y a la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Alors, la prévention primaire, c'est déjà nos enfants. Nos enfants en Guadeloupe, protégeons-les. Ne leur donnons pas n'importe quoi à manger. Revenons au bon sens. Revenons au bon sens, vivons comme vivaient nos anciens, c'est-à-dire marchons, mangeons sainement, ne nous gavons pas de choses salées ou sucrées à longueur de journée. Mangeons de façon saine et protégeons nos enfants, puisque c'est nous qui donnons à manger à nos enfants et c'est nous qui sommes en train, quelque part, probablement inconsciemment, de les empoisonner. L'inflammation, c'est quelque chose qui se développe à bas bruit et qui commence dès l'enfance. Donc, celui qui est atteint d'une maladie cardiovasculaire, en fait, a commencé sa maladie il y a longtemps. Et ça remonte à l'enfance et à la manière dont il a été nourri, la manière dont il a vécu. Donc ça, c'est la prévention primaire. La prévention secondaire, la maladie est déjà arrivée, en particulier les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète. Et on va s'attacher, le corps soignant s'attache à ce qu'il n'y ait pas de complications de ces facteurs cardiovasculaires. Et puis, il y a la troisième partie, donc la prévention tertiaire. La maladie s'est développée. Donc, le patient a fait, par exemple, un infarctus du myocarde. Ça veut dire que ces vaisseaux qui étaient encrassés avec les saletés, ces vaisseaux se sont bouchés. Le muscle cardiaque a souffert, il grossit et il devient insuffisant dans sa contraction. Donc là, c'est là qu'intervient pour l'instant le TEP scan, c'est-à-dire que lorsque un muscle cardiaque a souffert parce qu'une artère s'est bouchée, grâce au TEP scan, on va regarder quelles sont les parties du muscle cardiaque qui sont viables, c'est-à-dire qui peuvent encore bénéficier d'un traitement. Ce traitement peut être médicamenteux, il peut être également un traitement, il peut être chirurgical. On peut faire donc ce qu'on appelle des pontages coronariens pour repermettre une circulation au niveau du muscle cardiaque. Et puis, il peut être interventionnel, ça veut dire qu'on va aller dilater l'artère qui est rétrécie ou bouchée pour améliorer la circulation au niveau du cœur qui est en hibernation après qu'il ait souffert.
Voilà, donc le TEP-scan pour l'instant au niveau cardiologique a plutôt cette indication, mais encore une fois, il va permettre, une fois qu'il sera installé en Guadeloupe, il permettra d'améliorer la prévention secondaire, en particulier donc s'assurer qu'il n'y ait pas d'évolution de l'athérosclérose liée aux facteurs de risque que j'ai cités tout à l'heure. Merci docteur, on me dit qu'il faut conclure puisque nous arrivons au terme de cette émission. On a vraiment très peu de temps. Docteur Tindall, peut-être un dernier mot Concernant... D'une manière générale, si vous aviez quelque chose à dire. Oui, en fait, effectivement, le TEP-scan va beaucoup nous aider à prendre en charge les patients, à éviter aux patients d'avoir des traitements complémentaires et très probablement à diminuer le coût de la prise en charge des patients cancéreux en Guadeloupe. Julie Aristide, vous continuez à espérer pouvoir faire un TEP-scan? Vous voulez dire ici? Je n'osais pas. Dans l'immédiat, évidemment non. Hein. Celui que j'irai faire début juillet, ça sera en France, puisque je pense, Dr Béliat m'avait dit que si on le commandait aujourd'hui, il faudra à peu près 9 ou 10 mois pour l'avoir. Donc, ça reste une machine de pointe, de technologie de pointe. Hein. Donc, je veux dire, si vous commandez un Airbus, vous l'aurez pas demain. Donc, on est sur des choses de technologie de pointe. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas perdre de temps, parce que passer une commande et l'avoir dans 9 ou 10 mois, vous imaginez ce que ça peut représenter. Je pense que, oui, il ne faut pas perdre de temps. C'est maintenant qu'il faut prendre les décisions, parce que voilà, et la vie n'a pas de prix, j'ai envie de dire. C'est un peu bateau comme phrase, mais on est vraiment dans la situation. La santé n'a pas de prix, la santé n'a qu'un coût. Vu l'unanimité qui s'est faite ici sur la nécessité de ce TEP-scan, je crois qu'on peut faire de ces mots de Julie Aristide la conclusion de ce débat. Malheureusement, on n'a plus le temps. Merci en tout cas infiniment. Merci à Madame Chérod d'être venue témoigner. J'ai trouvé ça courageux et généreux de votre part. Merci à Julie Aristide. Je salue aussi votre grand courage et votre générosité. Merci infiniment à vous tous. Merci à Jacques Bangou d'être resté avec nous malgré la difficulté que cela représente d'être de l'autre côté et d'attendre par visioconférence pour une intervention. Merci infiniment. Nous avons pris acte de votre engagement ici ce soir et bien évidemment, nous nous retrouverons tous pour suivre quel traitement est réservé à ce dossier. Je vous retrouve sous quinzaine pour le dernier buzz de la saison. Je vous remercie d'ores et déjà, mais vraiment infiniment, de la fidélité que vous nous avez témoignée pendant toute cette saison. Excellente soirée à tous.